Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash et Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter Georges Spira ce soir pour nous parler des Juifs de Pologne. Et on est entre le 17e et le 18e siècle. Mais bon, je pense que tu vas aussi nous rappeler le cours précédent. Bechavol. Merci beaucoup, Johan. Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, on m'a demandé de vous rappeler quelque chose, qui est important. Le mercredi, il y a un groupe auquel se joint la Midreshet Manitou qui part faire de la cueillette. C'est pas une partie de plaisir, il s'agit d'aller aider des agriculteurs qui n'ont plus de personnel et qui doivent rentrer leurs produits, faute de quoi ils perdent toute leur saison. Alors, je vous demande, ceux qui le peuvent, de venir nous rejoindre. On part tard maintenant parce que jusqu'à présent, on partait à 6h30 le matin. Là, on va partir à 7h. Vous voyez, on a tous droit à encore une demi-heure de repos supplémentaire. Et on rentre en principe entre 2 et 3 heures de l'après-midi. C'est un travail important. C'est une partie de bénévolat qu'on peut faire qui est à notre portée. On partira cette semaine dans la région de Kiryat Gat et on va accueillir des grenades. Voilà. On a cueilli des concombres, on a cueilli des oranges, on a cueilli toutes sortes de choses. On a aussi nettoyé des plants. Mais toutes les semaines, on part en autobus et le départ se fait Rehov Bethlehem. Et c'est important, ceux qui le peuvent, qui en ont la force, de venir avec nous. Et si vous avez... Alors, d'une part, Odile va vous mettre le lien pour rejoindre ce groupe. Si vous avez besoin d'un renseignement, vous pouvez me téléphoner. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous guider, vous aider. C'est un bon groupe, sympathique. Et si vous le pouvez, rejoignez-nous et merci. Ça, c'est la première chose pour ce soir. Alors, Odile, si tu veux mettre ton lien. Ah, je ne sais pas si elle est déjà là, Odile. Mais sinon, elle nous rejoindra. La deuxième chose que je voulais dire, c'est, on vient d'en parler avant l'ouverture de l'écran. On a eu une semaine très, très difficile, notamment à Jérusalem, où on a perdu beaucoup de soldats d'origine francophone. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orphelins. Beaucoup d'entre vous connaissent ces gens qui sont tombés. Alors évidemment, tous les jours, quand on ouvre notre téléphone, on a un coup de poing dans le ventre, on a peur d'écouter les nouvelles. Puis les nouvelles tombent. Et chaque gosse qui tombe, c'est un de nos enfants. Mais quand en plus ce sont des jeunes qu'on connaît, des pères de famille, des fils d'amis, des frères, c'est extrêmement dur. Et cette semaine a été particulièrement prenante, poignante et difficile pour tout le monde. Beaucoup d'entre vous connaissent soit l'un, soit l'autre, soit plusieurs. On va d'une shiva à l'autre, d'un enterrement à l'autre. Franchement, c'est pas facile. Maintenant, il faut garder courage, il faut garder la tête haute. L'avenir, il est devant nous. Notre armée, elle est forte, elle l'a prouvé. C'est un moment difficile, très difficile, mais on le surmontera. Il n'y a qu'une seule condition, c'est que nous restions unis entre nous en Israël et avec la diaspora. On a aussi besoin de la diaspora, de coups de fil, de gens qui téléphonent à droite, à gauche pour prendre des nouvelles, pour s'assurer que tout va bien. Ça fait du bien à tout le monde, ça aide tout le monde. Et puis évidemment, il y a toute l'aide aussi financière qui est importante. Les besoins sont énormes. Des familles qui ne travaillent plus, dont le papa ne travaille plus depuis des mois parce qu'il est à l'armée, ça pèse lourd. L'État prend beaucoup en charge, ne peut pas tout prendre en charge non plus. Donc voilà, c'est notre situation actuellement. Alors, je dédie le cours ce soir à tous nos soldats, combattants ou pas, ceux qui sont tombés, ceux qui sont blessés, ceux qui sont au combat. Voilà. Excusez-moi. Donc, c'est pour eux et on pense à eux. Je voudrais terminer avec une bonne nouvelle, parce qu'on en a aussi besoin. C'est la naissance d'un arrière-petit-fils chez nos amis Régine et Francis Marx, et donc ils sont là avec nous, et je leur dis un grand Mazal Tov. C'est une bonne nouvelle et il faut les prendre, on n'en a pas trop.
Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien. On va essayer de travailler un petit peu quand même. Et un rapide rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avions parlé d'abord de Rabbi, et ce n'était pas parce que c'était un homonyme, mais il se trouve que c'est comme ça, Rabbi Nathan Nata Spira, dont les dates sont 1581-1633, un grand kabbaliste qui a laissé beaucoup d'écrits, qui a notamment laissé un commentaire sur la bracha de Moshe Rabbeinu dans la Parashat Vaetranan. Il a donné 252 explications différentes de cette bénédiction de Moshe Rabbeinu. C'est hallucinant. Alors, se basant sur la gamatria, sur des calculs mathématiques très compliqués, donc Rabbi Nathan Spira. Mais je vous en ai aussi parlé parce que, d'abord, il a diffusé la pensée kabbalistique de Luria, et il a été entraîné, alors qu'il y était strictement pour rien, puisqu'il est mort bien avant, dans une cabale qui a mis en scène, un peu plus tard, des descendants des adeptes de Sabtai Tzvi et de Rabbin Eibeschütz. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails, on viendra à ce problème en son temps, quand ce sera le moment, mais donc on remonte à Rabbi Spira pour avoir une polémique dont il n'est absolument pas à la source, sauf qu'il peut y avoir confusion sur son nom et mauvaise lecture ou lecture erronée de ses écrits. C'est la première chose qu'on a vue. Ensuite, nous avons parlé du Vad Arba Aratzot, le Conseil des 4 pays, qui est une organisation juive unique dans l'histoire du judaïsme et qui donne une autonomie à la communauté juive de Pologne. Je reviendrai très en détail sur cette histoire du Vad Arba Aratzot, qui c'est un chapitre très important et qui va d'ailleurs inspirer les sionistes un peu plus tard. Mais je vous en ai touché un mot parce que dans le cours de l'histoire, ils sont là et ce n'est pas un truc qui fonctionne de façon très, très simple non plus. Il y a des clivages sociaux, sont partie prenante des décisions, en principe, les gens plutôt fortunés. Donc, on a déjà une fracture à ce niveau-là. Et d'autre part, il y a des rabbins. Et il y a souvent conflit entre les rabbins et les laïcs. Mais bon, toute cette histoire-là fonctionne quand même et a une autonomie politique par rapport au gouvernement polonais. Alors, ce Vad Arba Aratzot, excusez-moi, est aussi à l'origine de tout un côté de coercition religieuse. On est là au XVIIe siècle. Et c'est après que nous allons avoir une Pologne extrêmement religieuse, avec beaucoup, beaucoup de yeshivot, tout un système qui va se mettre en place, parce qu'il y a une pression de ce Conseil des 4 pays auquel il faut se soumettre, faute de quoi on est mis exclu de la communauté. Or, être exclu de la communauté, ça veut dire qu'on n'est plus personne, ni dans la communauté, ni ailleurs, sauf à se convertir au christianisme, ce qui n'est pas pensable. Donc, il y a une pression très, très forte sur toute la communauté. La fin du Vad définitive sera en 1765, mais dès 1600, et je vous dis tout de suite pourquoi, mais dès 1648, après Chmielnicki, le Vad commence à décliner doucement. Qu'est-ce qui se passe en 1765? Une des fonctions du Vad était de collecter l'impôt. L'impôt était défini de la manière suivante: le gouvernement polonais ou le roi impose la communauté juive de tant de zlotys par an. Débrouillez-vous pour trouver l'argent. Et c'est le VAD qui se charge de récolter cet argent. C'est un système qui a été utilisé en Espagne, en France, dans beaucoup de pays. Et puis en 1765, la Pologne décide d'imposer tout le monde, tous les Polonais, pas seulement les Juifs, par individu, per capita, comme on dit. Donc chacun reçoit sa feuille d'impôt. Ça rapporte beaucoup plus d'argent à l'État, mais ça enlève au VAD une partie de ses fonctions et une partie très importante de sa fonction. Donc voilà pourquoi le VAD finira par disparaître. En 1765, et je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure,
la situation est à peu près la suivante en Pologne. Il y a en gros 550 000 juifs en Pologne, 200 000 en Lituanie, et sur les 550 000 juifs de Pologne, 60% habitent en Ukraine. Je vous rappelle que la Pologne et l'Ukraine sont un seul pays. Donc, on voit qu'il y a une très très forte migration de la communauté juive vers l'Ukraine. On est au milieu du XVIIIe siècle. Il y a une raison à ça, ce sera l'objet du cours ce soir. Alors, on a un État polonais extrêmement faible. Les Cosaques obtiendront en 1649, après Chmielniki, l'expulsion des Juifs d'Ukraine. Pour l'essentiel, ils s'installeront en Pologne, mais une partie partira beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'on va retrouver une communauté juive polonaise installée fin du XVIIIe siècle à Venise, donc très loin du pays d'origine. Et puis, il y a des hostilités entre la Pologne et la Russie, entre la Pologne et la Suède. Je ne suis pas trop rentré dans les détails parce que c'est l'histoire de la Pologne et ce n'est pas ce qui nous passionne le plus. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est la situation des Juifs dans le cadre de cette situation politique. Elle est tout à fait difficile parce que à chaque fois que des armées passent, dans un sens ou dans l'autre, les Suédois ou les Russes ou les Ukrainiens, eh bien, on se sert sur le dos des Juifs. Ce sont des massacres, ce sont des pillages, ce sont des voies de fait extrêmement violentes. Ça ne fait pas forcément beaucoup de victimes, mais quand même un chiffre assez significatif. Mais surtout, ça va induire autre chose, c'est que les rois de Pologne vont réagir contre ça. Les rois de Pologne, globalement, ont toujours couvert les Juifs, ont essayé de les protéger. Mais c'est instauré en Pologne pendant ces 20 années de guerre, 1648-1668, une espèce de fait de société qui se veut être meurtrier et pillard contre les Juifs. Et en fait, on a déjà parlé de l'antisémitisme, on a parlé de tout ça, mais pas dans les proportions que nous allons voir au XVIIIe et au XIXe et au XXe siècle. Pas dans ces proportions-là. Ça s'est formidablement développé parce que c'est devenu d'une banalité consternante qu'on s'en prenne aux Juifs sous forme de vol, de pillage ou de meurtre. Je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, en France, il est rentré dans une banalité consternante le fait qu'on s'en prenne à des Juifs, qu'on ait des propos antisémites, anti-israéliens, qu'on invective des Juifs dans la rue. Pour le moment, ça en est là, mais ça pourra être beaucoup plus grave. C'est comme ça que ça commence. C'est exactement ce qui s'est passé en Pologne. Et c'est comme ça que ça commence. Ça vaut le coup d'y réfléchir. C'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre. Ça commence à être vrai aux États-Unis aussi, vous l'avez vu. Donc, on est dans une période où il fait bon vivre en Israël, malgré tout ce qui s'y passe. Voilà. Alors, on arrive à 1668. Le roi Jean-Casimir abdique, parce que vraiment, il a perdu toutes les guerres, et la Pologne est amputée de 25% de son territoire. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce qu'il advient de la moyenne noblesse. Les propriétaires en Pologne sont ce qu'on appelle des magnats ou des nobles, qui ont des latifundia. Je vous avais expliqué ce que c'est. Ce sont d'immenses propriétés agricoles, pas très bien exploitées, gérées par les Juifs au bénéfice des magnats. Et donc, tout le monde a des grands terrains comme ça. Puis, il y a des nobles un petit peu moins riches, qui ont un peu moins de terre, et ils vont perdre beaucoup de leurs propriétés. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure, et vont devenir des personnages au service des magnats. Alors, toute cette situation d'une économie détruite, des petits nobles qui perdent une partie de leur pouvoir, ben, il y a un responsable, évidemment. Ce responsable, mais il y en aura deux. Ce seront les Juifs et les protestants.
Donc la populace va se déchaîner sur ces deux groupes de population. Alors, la place des Juifs en Pologne dans tout ce maelstrom, cette destruction de ce pays, elle est complexe, elle est difficile. Les rois de Pologne se succèdent les uns après les autres et on arrive un beau jour, 1674, à un roi qui s'appelle Jean Sobieski, un type bien, vraiment bien. Lui, il s'est marié avec une Française de Tours qui s'appelle Marie de la Grange d'Arquiem. Et donc, il y a des liens qui se sont créés entre la Pologne et la France par ce mariage. Alors, il s'allie à la France avec un but, c'est de récupérer ses territoires et de faire la paix avec la Turquie. Oui, sauf que ça n'arrange pas les manias. Ça n'arrange pas ces nobles qui ont toute la puissance, en tout cas une grande partie de la puissance polonaise, et qui font capoter cette alliance à tel point que Jean Sobieski va envoyer des troupes polonaises aider les Habsbourg en Autriche contre les Turcs. C'est l'époque où les Turcs sont arrivés jusqu'à Vienne. Je vous avais raconté, c'est de là que datent les viennoiseries. On a fait des gâteaux en forme de croissant pour bien accueillir les musulmans. Et le remerciement des Habsbourg sera de prendre un morceau de la Pologne, mais ça, c'est pour un siècle plus tard. Voilà. Alors, il soutient Vienne contre les Turcs et on saute d'un siècle, on arrive en 1764 avec un nouveau roi qui s'appelle Stanislas Poniatowski, un nom que vous avez déjà entendu en France. C'était un premier ministre, je crois qu'il était premier ministre ou en tout cas ministre de Giscard. Bien, alors Poniatowski, c'est un homme cultivé, ouvert, intelligent, mais il commet une grosse erreur. Il refuse les droits des Polonais aux Polonais orthodoxes, c'est-à-dire aux Ukrainiens essentiellement. Il n'accorde ses droits qu'aux catholiques, pas aux orthodoxes. Alors ça va provoquer beaucoup de réactions, notamment une révolte paysanne qui repose aussi sur un problème social. Et ça, c'est en Ukraine. Les Cosaques, toujours eux, au passage, ont massacré 1 millier de juifs et de nobles à Ouman. Ça vous dit quelque chose, Ouman? Nous allons nous précipiter là-bas. Bon, on passera le commentaire et nous arriverons en 1771 à un premier partage de la Pologne. Voilà, on en était là et on va essayer de continuer aujourd'hui. Et alors, je vais continuer, on va terminer cette affaire-là et vous allez voir, on va passer quelque chose d'assez intéressant. Alors, dans la première moitié du XVIIIe siècle, les manias, les nobles, vont commencer à vouloir industrialiser la Pologne. Et donc, ils vont installer des scieries, des distilleries, des usines de tissage et des usines métallurgiques. Il y a juste un petit problème. Les paysans polonais sont absolument incompétents pour travailler. Aucune compétence. Résultat, on va faire venir massivement des ouvriers de France, d'Italie et des Suisses. Et ces gens vont arriver en Pologne avec une certaine modernité dans l'esprit et vont effectivement promouvoir une économie polonaise. Alors, une économie polonaise qui va se développer, notamment à l'exportation, mais qui va rester extrêmement faible à l'intérieur de la Pologne. Des gens très pauvres, une situation économique dramatiquement mauvaise, alors que la macroéconomie, la production et l'exportation fonctionnent très bien. Il existe des recensements qui ont été effectués après le premier partage. Donc, après qu'on ait imposé l'impôt par personne, il a fallu faire un recensement de la population pour savoir à qui envoyer des feuilles d'impôt. Et on va refaire une étude démographique après le premier partage, donc après 1971, pardon, après 1770, par là, 71, et on va trouver la chose suivante. 78%
des foyers paysans, donc des familles de paysans, sont sur les possessions, sur les terres des magnats, 78%. 13% sont sur les terres du roi et 9% sont sur les terres du clergé. Oui, parce qu'on a un clergé en Pologne, un clergé qui est puissant. 80% des villages polonais appartiennent à la noblesse. C'est incroyable de se dire qu'un village entier est propriété d'un homme. Mais je vous rappelle qu'au XVe siècle et au début du XVIe, il y a eu quelques juifs qui étaient propriétaires de villages entiers, eux aussi. Mais ça, c'est une autre époque, elle est révolue. Là-dessus, a passé Chmielnicki. Là, on est au 18e et 80% des villages sont propriétés de nobles. Le problème, c'est nos petits nobles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient propriétaires d'une fraction de village. Ils étaient 40% d'avoir la rue principale comme propriété, et ils sont passés à la fin du 18e à 70% de cette petite noblesse. Vous savez, chuter sur l'échelle sociale, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et ces gens vont être en concurrence avec les Juifs. Parce que de petite noblesse qui tirait quand même un revenu de ces paysans, ben, ils ne tirent plus rien du tout et vont se retrouver obligés de travailler et donc vont se retrouver en concurrence avec les Juifs. Alors, une concurrence économique et pour autant, ces nobles, ça n'en fait pas des alliés du clergé. Parce que le clergé, il fait deux choses. Ni les petits nobles, ni les grands magnats. Deux choses. Le clergé est toujours propriétaire de 9% des terres. Eux, ils n'ont pas chuté dans leur propriété. Et deuxièmement, le clergé a un droit de dîme sur toute la production en Pologne. Donc, la noblesse, petite ou grande, n'est pas très heureuse de cette situation et voudrait la voir changer. Maintenant, ça, c'est la campagne. Ce qu'on appelle le déluge. Le déluge, c'est l'invasion des Suédois, a ruiné les villes et complètement réduit à néant le rôle politique de la bourgeoisie. Là aussi, il y a une déliquescence de la Pologne. Alors, cette bourgeoisie va retrouver une partie de son pouvoir politique à la fin du XVIIIe, notamment lors d'une insurrection en 1794, qui va d'ailleurs rater et qui va déboucher sur le démantèlement définitif de la Pologne. Voilà, ça c'est pour l'histoire de la Pologne proprement dite. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous raconter ce qu'ont vu des voyageurs. Et il y a 4 ou 5 voyageurs qui se sont baladés à des périodes, à peu près à la même période, 1788 à 1795-18, et qui racontent ce qu'ils voient. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas juifs. Et par conséquent, on ne peut pas les soupçonner de sympathie pour la population juive, mais vous allez voir ce qu'ils nous racontent et qui corrobore très exactement, ou de façon très proche, ce que raconteront les historiens plus contemporains. Alors, ces gens sont un ancien jésuite français qui s'appelle Vautrin, Hubert Vautrin. Il y a 2 Anglais, Cox et Wraxall. Inutile de retenir les noms, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour vous dire qui c'est. Il y a 2 émigrants français. Ah, émigrants, tiens, pourquoi émigrants? Ben parce que quand il y avait Jean Sobieski et le mariage avec cette princesse de Tours, eh bien, quelques Français se sont installés en Pologne et il y a ces fameux ouvriers qu'on a fait venir pour travailler. Donc, 2 émigrants français, un s'appelle Fortiat de Pile et l'autre Boisséglin de Kerdoux. Vous voyez que si vous ne retenez pas les noms, ce n'est pas très dramatique. Et un Livonien. Alors, qu'est-ce que c'est que la Livonie? La Livonie, en fait, c'est une partie de la Lettonie et de l'Estonie. C'est au nord de la Pologne, et c'est donc très proche, et il y a des échanges. Voilà. Ce Livonien s'appelle Schulz. Et puis, ils ont voyagé, et ils ont publié le récit de leur voyage. Et voilà ce que j'ai trouvé chez les uns, chez les autres, c'est extrêmement intéressant. D'abord, l'aspect extérieur des Juifs.
Vautrin note qu'il parle un allemand corrompu. Alors, vous avez compris, il s'agit du yiddish, qui contient beaucoup de mots d'allemand, effectivement. Donc, il parle un allemand corrompu qui est commun à tous les juifs d'Europe. Je cite là, hein, ça... Voilà. Leur habillement est entièrement oriental. Il consiste en une robe noire ou d'une couleur qui approche, vous voyez le ton, agrafée depuis le cou jusqu'à la ceinture, et un large manteau semblable à un froc. Il porte les cheveux courts et la barbe longue, et un bonnet à poil, le fameux Streimel que vous connaissez. Ils sont toujours en pantoufles, quoique le pays exige des bottes. Évidemment, il pleut. Alors, c'est assez curieux comme réflexion parce qu'on voit quand même beaucoup de gravures et aussi des photos qui ont été faites à la fin du 19e, début du 20e. Les Juifs portent des bottes. Il n'y a pas d'autre choix dans ce pays. Schulz, lui, il a été sensible à l'aspect des femmes, aux cheveux bruns, au nez d'épervier, aux beaux yeux noirs, ouais, c'est très élogieux, au teint délicatement hâlé, qui fait qu'on peut les distinguer des lituaniennes et des polonaises. Ce qui frappe l'esprit des voyageurs, c'est le nombre extrêmement élevé de juifs en Pologne, et Vautrin affirme qu'on en compte dans la couronne. Alors là, ça devient intéressant, que les chiffres, ils sont très fantaisistes. On en compte 276 870. Il y en a un autre qui en compte 601 479. Vous voyez que c'est d'une précision d'horloger suisse. Mais bon, il y a beaucoup de juifs en Pologne, c'est vrai. Et Cox, notamment, il souligne, c'est un analyste quand même, que le fait que les juifs se dérobent au recensement, vous savez pourquoi, il y avait des problèmes de la conscription, et puis il y avait aussi que les juifs étaient ballottés d'un côté à l'autre, alors ils ne savaient plus trop à qui ils appartenaient, et qu'il convient, dit Cox, de tenir compte des migrations des juifs de la zone russe vers la zone autrichienne. Il faudrait donc, selon Cox, porter à 500 000 le nombre de cette dernière zone. Voilà. C'est assez proche d'une réalité évaluée. On est toujours dans l'approximation, évidemment, par les historiens. Vautrin ne doute pas que les Juifs se reproduisent vite. Je le cite. Si les vexations des propriétaires et la difficulté des moyens ne diminuaient pas leur subsistance, alors ça c'est intéressant, ils se rendent quand même compte que la vie des Juifs, elle est pas facile. Or, ce sont des chrétiens et ils ont souvent des expressions pas très sympathiques. Et on ne peut pas les soupçonner d'empathie à l'égard des Juifs. Mais ils constatent, voilà. Donc, si les vexations des propriétaires et la difficulté des moyens ne diminuaient leur subsistance, cette race parasite, vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire, serait beaucoup plus nombreuse. Sa population est favorisée par les mariages devancés à 12 ou 13 ans. L'horreur du célibat et de toute union étrangère, ce qu'on appelle en joli français les unions exogamiques, donc des mariages mixtes. La facilité du divorce, les difficultés du libertinage et de l'adultère, ah ça c'est très intéressant, c'est dans la bouche d'un Français. On est à la fin du XVIIIe, qui était un siècle un peu olé olé quand même. Donc il note la difficulté du libertinage et de l'adultère, enfin par la sobriété et la tempérance. Donc il y a cette race très spéciale quand même, voilà, mais il relève les qualités et la raison pour laquelle il y a beaucoup d'enfants. Selon les auteurs consultés, les Juifs doivent leur situation exceptionnelle à deux facteurs. On parle toujours de ces voyageurs. L'aide du pouvoir royal et celle des nobles. Et Vautrin note, Casimir le Grand, qui parmi ses maîtresses avait une certaine Esther, nous avons parlé de cette histoire-là en son temps,
tira les Juifs de l'oppression sous laquelle ils gémissaient de son temps et leur accorda les privilèges dont ils jouissent encore aujourd'hui. Les principaux de ces privilèges sont de n'être soumis qu'à la entre guillemets, la juridiction du voïvode, c'est-à-dire du gouverneur local, mais ils expliquent tout de suite qu'ils savent se concilier par des présents, de juger entre eux. Alors, ils sont dirigés par le voïvode qu'on achète avec des bakchiches, voilà ce que ça veut dire, tout simplement, mais ils ont aussi la possibilité de juger entre eux leurs différends en matière civile, être exempts de toute charge, excepté l'impôt national et la capitation envers les seigneurs locaux. Bien. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait qu'ils se jugent par un Bédine alors que le Vad Arba Aratzot n'existe plus. On est fin du 18e. Donc, le système qui a prévalu continue de valoir de façon évidemment plus discrète. Cette opinion est également celle de Cox, pour qui l'installation des Juifs en Pologne date de Casimir le Grand, pas tout à fait juste, mais c'est pas très loin, et grâce à qui ils jouissent de privilèges qu'on ne leur trouve qu'en Angleterre et en Hollande. Cox affirme que Jean Sobieski, celui qui a épousé une Française, les a favorisés au point qu'on a pu qualifier avec dédain son règne de régime de la junte juive. Ah, ça va très loin. Par contre, Auguste II, au début de son règne, a tenté de revenir sur leurs avantages, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, d'après Vautrin, les nobles ont un grand intérêt à favoriser sur leurs terres l'établissement des Juifs. Les denrées, c'est-à-dire les récoltes, sans le recours des Juifs, attendez voir, oui, n'auraient aucune valeur. C'est entre leurs mains qu'elles reçoivent la préparation nécessaire à la consommation. C'est par leurs soins qu'elles se débitent au profit du seigneur terrien. Donc, en fait, avant, on avait les Juifs qui géraient les terres. Là, maintenant, on a des Juifs qui assurent la transformation des produits agricoles de manière à leur donner une plus-value en termes modernes. Et donc, les Juifs sont essentiels pour les nobles parce qu'ils leur apportent beaucoup d'argent. Nous allons voir tout à l'heure comment. Vautrin a remarqué que les Juifs jouissaient d'une grande autonomie. Dans chaque miast, une miast, c'est une ville polonaise, en polonais, ils ont une sorte de tribunal pour régler les affaires de police et juger en matière civile. Les jugements et les corrections sont influencés, comme on doit le présumer, par le maître de la terre qui tranche du souverain dans ses petits États. C'est-à-dire que le roi n'a presque pas d'autorité dans ces mini-États que sont les latifundia des nobles. Et il se réserve, ainsi qu'à ses gens, indépendamment de la juridiction de la synagogue, le droit de châtier tout juif qui a le malheur d'encourir sa disgrâce. Donc, ces voyageurs se rendent parfaitement compte que la situation des Juifs n'est pas vraiment facile. Ils en sont conscients. Ça n'empêche qu'ils font parfois preuve d'un petit peu et même pas mal de mépris à l'égard des Juifs, mais enfin, ils sont bien conscients que leur situation n'est pas simple. La fonction des Juifs, la plus visible par les voyageurs, est bien sûr celle d'aubergiste. C'est la base, alors là, on rentre dans quelque chose de très intéressant. C'est la base de leur alliance avec les seigneurs. La confection et le débit des liqueurs fermentées et spiritueuses, les moulins et les cabarets sont les mines du propriétaire que le mercenaire juif fait valoir. C'est ce que nous dit Vautrin. Il a bien analysé la situation, on va confirmer ça. Il y a toujours, note-t-il, un cabaret principal qui est où se fournissent les consommateurs et les autres cabaretiers en grains, en sel, en hydromel
en bière, en eau-de-vie et en fourrage. Alors, il faut bien noter que le terme de cabaret, ça vient de chambre. Le cabaretier est une espèce d'hôtelier. Rien à voir avec le casino de Paris. C'est un loueur de chambre. Vous allez voir ce que c'est comme chambre. C'est le juif aubergiste qui rend le plus d'argent au maître du lieu, les autres ne rapportant que la capitation, donc l'impôt par personne. C'est donc dans le cabaret, dans les auberges, que tiennent les juifs, que se fait une grande partie de l'argent qui est ristourné ensuite aux nobles, évidemment. C'est pourquoi un propriétaire est très intéressé à aménager des chemins pour multiplier ses cabarets pour inciter le voyageur à s'arrêter chez lui. Tout ça, ça fonctionne. J'ai même vu, et ça c'est assez rigolo, des séminaristes obligés par leur évêque, je vous rappelle que l'évêque est propriétaire de terre, 9%, et donc ils ont des cabarets, et ils ont des juifs également qui travaillent pour eux. Donc j'ai vu des séminaristes obligés par leur évêque à vivre chez son cabaretier de l'évêque. Schulz précise que les Juifs afferment les auberges au 10e grosch, c'est-à-dire ils ont un pourcentage du chiffre d'affaires qui est 1/10, et le reste est pour le patron, auquel s'ajoutent des petits profits sur les nourritures vendues aux paysans et des profits plus importants réalisés sur les moines. Pourquoi ils sont plus importants, mais voilà, transpire là encore une fois un petit peu le mépris qu'on peut avoir à l'égard des Juifs. Le pittoresque des auberges juives n'a pas échappé à ces voyageurs. Et là, c'est un joli moment que je vais vous raconter. Vautrin décrit: ces hôtelleries ne sont pas ce qu'on imagine. Aucune dénomination française n'est propre à les représenter. Elle consiste en un hangar qui sert d'écurie, de remise, de grenier à foin et de logement, et qui est terminé par 2 portes cochères en face l'une de l'autre. D'un côté on rentre, de l'autre côté on sort. À côté sont 2 petites chambres pour l'habitation de la famille juive, donc du cabaretier, et la réception des hôtes, qui ne trouvent là que le feu et le toit. Donc, ils payent une location pour un abri et du chauffage. Le voyageur doit avoir soin de traîner à sa suite son cuisinier, sa vaisselle, sa nourriture et son lit, à moins qu'il ne veuille en user comme les szlachcics, excusez mon polonais, en fait ce sont les nobles, qui vivent aux dépens de l'aubergiste, en prenant sa volaille, son pain, son lit, et en le chassant de chez lui sans aucune pitié pour sa femme et ses enfants. Mais il faudrait que le juif fût bien maladroit pour éprouver cette violence. Son imprudence le met rarement dans ce cas. Il a soin, à l'arrivée des voyageurs, de tout sauver du pillage et de n'avoir à donner que le gîte, le foin, l'avoine et les liqueurs. Ces 3 derniers objets sont les seuls qui se paient. Foin, avoine, liqueur. Alors évidemment, on peut les foutre dehors de leur chambre où il dort avec sa femme et ses enfants, mais ça, c'est que ça, on ne peut pas piller. Et Schulz raconte que c'est contraint qu'il a dû, sur une route entre Zavel et Radziwiłłski, en Lituanie, de se rendre à l'auberge juive, où il trouve une compagnie qu'il préfère ne pas décrire, de soldats russes, de Lituaniens nus, de Polonais ivres et de très nombreux juifs que je ne souhaite plus jamais retrouver. Donc voilà, c'est la description de ce qu'on appelle un cabaret ou une auberge juive, pas juive en fait, gérée par un juif, mais essentiellement pour le compte du noble. Ils continuent leur récit
et disent le sort du juif n'est pas très enviable. Très souvent, il est battu. Les coups, il sait les endurer. C'est quelquefois le plus clair de sa chance. Ah, quand même. C'est ce que dit Vautrin. Et ce qu'il dit est confirmé par un certain Salomon Maïmon, qui est né en 1753 et qui relate son enfance dans une famille de fermiers de biens juifs pour un noble. Voilà ce qu'il raconte. Ce Salomon Maïmon a émigré en Italie, à Venise. Il raconte que lorsqu'un pont s'écroulait, qui se trouvait en piteux état, lors du passage d'un magnat et de sa suite, on se lançait à la recherche du malheureux fermier juif, on le plaçait près du pont pour le fouetter à l'air d'un air de bœuf, jusqu'à ce qu'on se sentît suffisamment vengé. Il faut affirmer, dit Vautrin, qu'être juif est né dans l'oppression, il faut être juif et né dans l'oppression pour se soumettre à des avanies qui ne sont compensées que par l'entretien d'une misérable vie. Je vous répète cette phrase, elle est terrible. Il faut être juif et né dans l'oppression pour se soumettre à des avanies qui ne sont compensées que par l'entretien d'une misérable vie. C'est donc une description assez fidèle de ce qui se passe en Pologne, fin du XVIIIe siècle. Je répète, description par des chrétiens, donc des gens qui ne sont pas soupçonnés de sympathie particulière pour les Juifs. Alors, je continue. D'après Vautrin, le résultat de toute cette situation, c'est que les Juifs sont plus fripons en Pologne, le terme est mignon, sont plus fripons en Pologne qu'ailleurs, parce qu'ils ont plus d'occasions d'exercer leur avarice dans les divers États qu'ils professent. Ils sont les seuls agents du négoce, les seuls artisans, mais d'une infidélité sans scrupule. On va rentrer là dans des propos beaucoup moins sympathiques. Libres d'exercer tous les métiers, sans être entravés par les règlements des corporations ou des guildes, ni par les frais de licence, ils ne s'adonnent cependant qu'aux métiers les moins fatigants et les moins ingénieux. Bon, ils sont meuniers, couturiers, corroyeurs. Vous savez ce que c'est un corroyeur? Il y avait une corporation des tanneurs-corroyeurs. Ce sont des gens qui tannent les peaux, mais surtout qui les corroient, c'est-à-dire qu'ils les traitent, les préparent pour être en mesure d'être transformés en chaussures, sacs à main, ceintures et autres colifichets. Donc, ils sont corroyeurs, passementiers, potiers d'étain, et on remarque aussi qu'ils sont fréquemment postillons ou traducteurs. Fortiapil et Boiglin de Kerdou notent que, écoutez bien, le commerce en Pologne pourrait être bien plus développé, car ce pays est riche, mais il est entre les mains des Juifs et des étrangers du fait des privilèges dont ils jouissent, car la noblesse y trouve son compte. C'est ainsi que tout le peuple, dans tout le pays, est entre les mains des Juifs qui tiennent tous les métiers. Voyez là les prémices de tous les pogroms qui viendront par la suite. Ils sont explicités ici. Les Juifs possèdent tout. Les Juifs, ils ont tout, alors qu'ils vivent dans une misère noire, et nous allons le voir tout de suite. Raxal, un autre de ses voyageurs, évoque les Juifs de Varsovie. Varsovie, où ils constituent une partie importante de la ville. Et il écrit « Ils portent leurs vêtements traditionnels et traînent une existence faite d'insécurité du fait des attaques dont ils sont l'objet. » C'est parfaitement relaté. La plupart d'entre eux sont très pauvres. De temps en temps, on les dépouille, on les envoie en prison et on les massacre. Et pourtant, ils sont plus nombreux en cette ville qu'à Amsterdam.
Alors, Varsovie est une ville qui s'est considérablement développée à la fin du XVIIIe et au XIXe et qui sera la capitale en lieu et place de Cracovie. Alors, dernier chapitre à peu près, il restait aux Juifs une possibilité pour changer de condition, celle de la conversion au christianisme, car les lois de ce pays présentent à cette race opprimée le moyen de sortir de son état d'avilissement pour s'élever à la qualité de citoyen en abjurant le judaïsme. En théorie, cette possibilité ouvre de belles perspectives. Un juif devenu catholique est par le fait gentilhomme. S'il est assez riche pour acquérir des possessions territoriales, le voilà en état d'être élu représentant de sa province, castellan, sénateur, et de placer son nom selon les circonstances à côté des noms les plus anciens et les plus illustres de la Pologne. Oui, mais le judaïsme est indestructible, c'est ce qu'il écrit. Il résiste également à l'appât des honneurs et au poids des vexations. Alors, Vautrin cite l'exemple des franquistes qu'on disait convertis en masse au catholicisme. Et il écrit, j'ai bien lu dans des gazettes que des milliers de juifs avaient reçu le baptême simultanément dans quelques parties de la Pologne, mais je n'en ai pas entendu parler sur les lieux. En fait, c'est tout à fait inexact. C'est vrai que des franquistes se sont convertis au christianisme, mais c'est absolument pas massif. Ça a été une hérésie qui a fini par disparaître. Je vous ai déjà dit, je vous en parlerai plus tard. En fait, d'après Schulz est un Livonien, si le judaïsme semble indestructible, c'est que les juifs sont plus instruits qu'ailleurs, ce qui touche même les femmes. Vautrin considère que la Pologne forme plus de docteurs et fournit plus de rabbins que le reste de l'Europe. C'est d'ailleurs assez logique parce que c'est là-bas qu'il y avait le plus de juifs. Mais, effectivement, vous le savez, il y a une formidable production de rabbanim, de livres, de sfarim, de commentaires qui viennent de Pologne. Cependant, c'est intéressant, il note, la religion n'y est pas à l'abri de nouveautés. Le pays est visité par des aventuriers ou des hommes extraordinaires que le judaïsme produit dans l'Orient et qui ajoutent au code de Moïse des révélations nouvelles. Et là, encore une fois, il cite l'histoire de Jacob Frank. Mais il n'y a pas que ça, il y en a eu d'autres. Il y a eu Sabtaïtsui quand même. C'est un petit peu plus tôt. Vautrin reste fasciné par le pouvoir de séduction du judaïsme et cite le cas d'un homme célèbre dont un Polonais me fit remarquer l'effigie dans une foire en Allemagne. En m'apprenant qu'il avait contribué lui-même à faire condamner au feu ce misérable qui, de catholique polonais, était devenu un juif zélé et fameux raisonneur, donc très brillant en études du Talmud. Voilà. Donc, il y a eu même des conversions de chrétiens polonais au judaïsme. Ça n'a pas été très massif, j'imagine. Alors, quel est donc le poids réel et la répartition de la population juive en Pologne entre le déluge et les partages? Donc, le déluge, c'est 1640-1668, et le partage définitif, c'est 1795. Et là, il y a un très profond changement démographique. Tout a changé, pas seulement chez les Juifs, également chez les Polonais chrétiens. Le poids démographique de la population juive avant les partages est connu par les recensements nécessaires pour la capitation, évidemment. Et là, les chiffres, on les a vus tout à l'heure, grosso modo, mais on refait des recensements à plusieurs reprises au moment de l'arrêt de l'imposition globale et après le premier partage. Voilà. Et ce qu'on relève,
c'est que les partages ont modifié les territoires et que les commissaires chargés de l'exécution du recensement ont beaucoup de difficultés parce que les gens basculent d'un côté à l'autre selon qui est propriétaire du territoire. La population juive avait subi une chute considérable au moment du déluge. Je vous rappelle, le déluge, c'est les Suédois, hein, passant de 350 000 personnes avant la guerre à 150 000 en 1668. C'est une chute drastique. Alors, elle est due au massacre, d'une part, et ceux de Chmelnytsky et les autres, les Suédois, les Allemands, et tout ce qui a passé par là. Et puis aussi une émigration vers d'autres cieux un peu plus souriants, comme nous l'avons vu. En 1676, nous avons 150 000 juifs en Pologne. Et cette population va se redresser 100 ans plus tard. On recense, alors là les chiffres deviennent de plus en plus fantaisistes, 587 658 personnes. C'est d'une précision d'horloger suisse. En réalité, on évalue la population à environ 750 000 personnes en Pologne et en Lituanie. Et en 1791, donc tout à la fin du XVIIIe, on évalue que les Juifs étaient environ 900 000 personnes, soit 10% de la population de la Pologne après le deuxième partage. Alors, le deuxième partage va enlever encore un petit bout de la Pologne, ça je vous le raconterai au fur et à mesure. Et donc, c'est comme quand on filtre un jus de fruits, à la fin, il reste un concentré qui restera en Pologne, et donc une population plus importante. Alors, cet essor démographique, il ne touche pas que les Juifs. Les chrétiens aussi vont considérablement développer leur population à la même période, et donc il ne faut pas surestimer cette évolution des Juifs, elle est importante, mais elle est en parallèle avec celle des chrétiens. Grosso modo, parce que les chiffres précis, on ne les connaît pas, on évalue qu'entre 1668 et 1765, sur un siècle donc, la population s'est multipliée par 3,2. Donc 150 000 par 3,2, ça fait environ 500 000 personnes en Pologne au mi-temps du XVIIIe siècle. Ce qui est plus intéressant encore, c'est la répartition géographique. Oui, on y arrive. La répartition géographique est la suivante. Plus on va vers l'Est, vers l'Ukraine, plus il y a de Juifs. Ça, c'est une première chose, et c'était une constante depuis pas mal de temps. 1668, grosso modo, 44% des Juifs vivent en Ukraine, 27% en Lituanie et 29% en Pologne. Pour 70% d'entre eux, ils vivent dans des petites villes et sont répartis en 823 communautés. Alors, ça, c'est à la fin du XVIIIe, pardon. Et ce phénomène du peuplement juif des petites villes et de la campagne date du XVIIIe siècle. Auparavant, les Juifs habitaient dans les villes et on a les chiffres. Par exemple, à Lublin, en 1676, 43% dans le gouvernorat, dans la province de Lublin, 43% des Juifs vivent à Lublin, 50,5% des Juifs vivent dans les autres villes de la Voïvodie. Donc, on est là à 93,5% et 6,5% vivent dans les campagnes. Seulement 6,5%. C'est très peu. Un siècle plus tard, toujours à Lublin, seulement 18% des Juifs vivent à Lublin contre 43% un siècle auparavant. 54% vivent dans d'autres villes, c'est grosso modo le même chiffre, mais 27,5% vivent dans les campagnes.
Et c'est dans les campagnes que vont se développer ce qu'on appelle les shtetl, qui sont tellement représentatifs de la Pologne. Mais c'est un phénomène qui date du 18e. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas auparavant aussi, mais beaucoup, beaucoup moins. Parce que la population était dans les villes, et là, elle se répartit sur tout le territoire. Alors, l'image qu'ont donnée ces voyageurs des Juifs dans la Pologne en pleine décomposition politique, il ne faut pas l'oublier, on est à la fin du 18e, présente donc deux aspects, si vous voulez. D'une part, les caractéristiques structurelles, juridiques et culturelles ne sont pas très différentes des caractéristiques qui prévalaient un siècle auparavant. Par contre, les phénomènes démographiques, d'expansion et surtout des migrations vers la campagne sont des phénomènes nouveaux et font apparaître une formidable misère dans ces familles juives, notamment à la campagne, une paupérisation et une misère morale de toutes ces masses juives installées dans les villages. Et ça correspond à peu près à la réalité des historiens contemporains. Donc, si je vous ai raconté tous ces témoignages, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est de voir des gens sur le terrain qui nous sont franchement pas favorables, mais qui observent à peu près objectivement la situation et qui confirment par leur récit de l'époque ce que les historiens nous disent aujourd'hui, mais les historiens s'appuient sur un certain nombre de documents, d'hypothèses, de travaux. Là, c'est des choses vues et rapportées. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Et là, on en a fini avec les généralités ou le rappel de ce qu'on avait déjà vu sur la Pologne. On va continuer l'histoire maintenant en se concentrant vraiment sur nos frères juifs de Pologne. C'est une très grande histoire. Voilà, si vous avez des questions, il faut ouvrir les micros. Hein. Allô, Oui, bonsoir, André. Ouais. J'ai André. une question qui se rapporte d'ailleurs au début de ton exposé de cette fois-ci et à la fin du précédent. Tu dis que l'exemple de gouvernement des Juifs, le VAD, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel dans l'histoire juive. Oui, Mais est-ce qu'il n'y a pas une comparaison à faire avec la situation en Babylonie, où, il y avait, où au début de l'ère commune, on avait un exilarque, oui, probablement. il y avait un exilarque, oui, mais je crois qu'il n'avait pas la même autonomie politique et juridique c'est très, je crois, je me demande d'ailleurs, André, ta question, elle est remarquable parce que elle est complexe pour répondre. La situation, l'organisation d'un pays comme la Babylonie, 2500 ans ou 2300 ans avant, n'a rien à voir avec l'époque contemporaine, presque contemporaine, si tu veux. Euh, les- le, le cursus juridique était beaucoup moins développé à l'époque, à l'exception des Juifs grâce au Talmud. Donc, effectivement, ils avaient un cursus de loi qui les gérait, et encore pas tout à fait, pas au début. Pas oublier que la rédaction définitive du Talmud, c'est le IVe siècle. Et donc, la Babylonie, ça date déjà de 5 siècles avant. Ce sont les rabbins qui tranchaient, qui géraient, qui jugeaient. Je crois que la Babylonie, les Babyloniens avaient un cursus de loi certainement moins développé. Je sais, ta question est intéressante, je ne sais pas si on peut vraiment la comparer. C'est pas l'exilarque représentait la communauté juive auprès du roi de Babylone. Ça, c'est clair. Et sa position était extrêmement importante puisqu'il était reçu avec des honneurs très, très grands. Il arrivait sur un cheval avec des habits très brillants. C'était un personnage très important. C'est vrai, parce qu'il représentait une communauté. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, Écoute, il faut que je creuse. Ouais, Honnêtement, il faut que je intéressant. creuse, mais je te répondrai. Creuse, cher ami, ça nous Ouais, intéresse. mais j'ai une pioche. Hein. J'ai une pioche. Dis-moi une remarque, mais peut-être que j'anticipe sûrement sur tes cours. On peut penser que l'expérience du VAD
aura conduit les Juifs à continuer à s'organiser, même quand celui-ci aura disparu, puisque dans les villages, dans les villes, partout, les Juifs Oui, polonais ont brillé par leur organisation, y compris ensuite peut-être dans la Palestine mandataire. Peut-être déjà ottomane dans la Palestine ottomane et surtout dans la Palestine mandataire avant la naissance de l'État d'Israël. écoute, je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques tout à fait contemporaines et tout à fait à propos aujourd'hui, mais je trouve que c'est vrai encore aujourd'hui, l'autorité rabbinique dans certains milieux est absolue, est tout à fait coercitive, comme ce sont les principes qui ont été rapportés de Pologne. Mm. Oui, y compris d'ailleurs au niveau des organisations laïques, puisque l'Aïstadrout, qui a constitué une forme d'État dans l'État, à l'époque déjà du mandat britannique, a brillé, et même au début de l'État d'Israël, a brillé par son totalitarisme dans la recherche d'emploi des Juifs. Alors, tu Mais vois, ça, c'est pas les bien qu'il Juifs. n'y avait pas Alors la là, tu carte. vois, ça, c'est pas les Juifs, hein. Ça, c'est la démocratie manière marxiste, hein. Ouais. Donc, le totalitarisme de la Histadrout dont tu parles n'a rien à voir avec le totalitarisme juif, mais avec le totalitarisme communiste et Mais, socialiste. mais comme disent les antisémites, le bolchevisme a quelque chose à voir avec le judaïsme Oui, mais aux ça, origines. c'est très bien pourquoi et c'est un autre débat. C'est pour plus tard. C'est vrai ce que tu dis, mais tu sais très bien pourquoi. Les Juifs ont Ouais. trouvé dans le bolchevisme Et, un espoir d'échapper à leurs conditions de Juifs martyrisés dans les pogroms par les tsars. et de non-réponse au niveau des institutions religieuses à l'époque. Oui, on y viendra, mais André, c'est un petit peu plus tard. Je ne dis plus rien. D'accord? Par contre, ta question, j'essaierai d'y répondre, mais il faut que je Merci. cogite là-dessus. Arrive pas à te répondre, ne veux pas dire des bêtises, veux réfléchir. Merci beaucoup. Mais merci pour la question. Georges, Oui, ce qui a favorisé aussi l'expansion des shtetl, c'était la zone de résidence imposée par Catherine II de Russie, oui, justement à partir de 1791 jusqu'en 1917. oui, mais c'est un petit peu après, la zone de résidence. On n'en a pas Oui. encore parlé, on n'en a encore pas touché un mot. C'est la suite. Je me suis arrêté à 1791, Ah, d'accord. à peu près, quoi. Oui, mais tu as raison, c'est ce qui a rendu le recensement difficile, les recensements ultérieurs. Oui. Absolument, tout à fait. Mais doucement. Oui, là, je vois plus, là, ici. Mais c'est juste, c'est tout à fait vrai, hein, tout à fait. Et puis il y a eu autre chose aussi, notamment les Juifs russes, ils ont triché sur leur acte de naissance pour éviter Ben, le cantonnement. ils étaient obligés ou de s'exiler ou de se convertir en Euh, Russie. non, c'est un peu plus non, il y avait le cantonnement, il y avait l'engagement des gosses à l'âge de 12 ans avant leur bar Oui, mitzvah. oui, Et donc à l'armée, ils étaient. on a triché sur les actes de naissance, on a essayé de s'en sortir, mais c'est une histoire pour plus tard. Joël n'est pas là. Parce que d'habitude, C'est pas grave, c'est pas grave, vous pouvez continuer à parler. Je ne sais pas qui a posé la question là à l'instant tu vois, sur, sur les zones de peuplement. C'était Lydia. Ah, Lydia, Non, moi j'ai parlé de la zone de résidence oui, la zone de résidence, oui. imposée par Catherine II jusqu'en Oui, oui, 1917. tout à fait, tout à fait. Mais je ne savais pas que c'était toi. Je n'ai pas reconnu ta voix. Elle a dit que c'était elle. Et c'était un bon. Yofi. voilà, Voilà, des gens d'expérience de Pologne peuvent nous raconter quelque chose. Bon, si tu veux. Georges, est-ce que je peux encore poser une question? Oui, 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 oui. Ça n'a rien à voir avec la précédente, mais tu as parlé de la démographie. Et Oui, effectivement, à partir je crois, du XVIIIe siècle, on a un développement de la population ashkénaze, mais surtout, je crois, polonaise, qui ne s'explique pas. C'est ce que disent les démographes. Tu vas nous en parler aussi peut-être de ça. non, mais il y a eu une explosion de la population chrétienne aussi, pas seulement juive.
En Pologne, ça, je viens de le Oui, ça, signaler. tu l'as dit, ça. Mais je crois que si on ajoute le 19e siècle que tu l'as effleuré là, je crois qu'on arrive à des chiffres incroyables, justement, de la population. On arrive avant la guerre, mais c'est quand même un siècle, plus un siècle et demi plus tard, presque. Oui, oui. On arrive à 3 millions et demi de Juifs. 3 300 000 à peu près. Mais ça s'explique aussi par un développement naturel, hein, un développement. D'après les démographes, non. D'après le démographe israélien d'origine italienne, là, que tu dois connaître, là, Oui, il n'y a oui, pas oui. d'explication. Il y a pas d'explication rationnelle. Est-ce qu'il y a eu des conversions? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, est-ce qu'il y a des juifs cachés qu'on n'avait pas vus? Non, non, il n'y a pas eu de conversion en Pologne, ou très très peu. C'est complètement, c'est même pas marginal, c'est anecdotique. Non, il n'y a pas eu de conversion. Mais c'était des familles extrêmement nombreuses. Pas oublier qu'ils étaient régis par des règles religieuses extrêmement strictes. Il n'y avait pas de contraception. Les familles de 8, 10, 12 gosses étaient courantes. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de mortalité infantile, c'est vrai. Mais quand on a des grandes familles comme ça, très très rapidement, on arrive à des chiffres très très importants. Ça, c'est clair. Un phénomène dans toutes les sociétés où il y a des grandes familles, par suite de pauvreté, par manque de contraception et toutes sortes de raisons. Alors peut-être que les démographes ne sont pas d'accord, mais je ne suis pas démographe, hein. C'est une évaluation au pif, quand il marche. De la pergola, voilà, c'est ça. De la pergola. Simone me souffle que le démographe qu'il faut citer, c'est de la pergola. De la pergola, oui, 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 je savais de qui tu parlais. Mais il a aussi beaucoup parlé de la démographie en Israël et il s'est un petit peu planté, hein, de la pergola. Tout le monde. Mais bon, c'est pas c'est difficile. La démographie, c'est une science complexe. Il y a 20 ans. Georges, vous m'entendez? Oui, 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 absolument. Je voudrais juste vous montrer qu'il y a 20 ans, mon mari a participé à une exposition sur 1000 ans des Juifs en Pologne au Conseil de l'Europe, parce qu'il avait organisé un colloque sur la Shoah et avec le donc il y a 20 ans, le Conseil de l'Europe, je ne sais pas si maintenant on pourrait faire la même chose avec l'État d'Israël. C'est une bonne question, mais ce livre, je l'ai. Ah, Ah oui, c'était le catalogue. oui, absolument, je l'ai. C'est qui Et ça? ben, je ne suis pas sûr, non, je ne suis pas sûr. Goldberg. C'est rien. Les temps ont changé beaucoup. Voilà, ouais, Et Goldberg. Tout à fait, Paula, c'est vrai. voilà. C'était en... Et ce que je disais tout à l'heure à propos de ce fait de société qui s'est installé en Pologne sur la violence presque normale, les meurtres, etc., on assiste vraiment à ça en France. Aujourd'hui, alors on n'en est pas au meurtre, c'est vrai, mais les insultes, les propos, les vexations, les exclusions se généralisent de plus en plus et ne font plus la une des journaux parce que ça devient un fait de société. Imaginez quand même ce qui s'est passé à Sciences Po, par exemple. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Je ne parle même pas des salons où Israël est interdit. En Allemagne, on interdisait les juifs et les chiens. Ici, ce seront les Israéliens. C'est inacceptable. Inacceptable. Il n'y a aucune justification à cette attitude. Sinon, vous avez beaucoup d'entre vous certainement lu une partie de l'article, enfin d'un livre qu'a publié Georges Malbruno. Oui. Alors, Malbruno a été un journaliste qui a été otage au Liban pendant 2 ans, je crois, en même temps que Kaufman. Il s'en est sorti, et je suis heureux pour lui. Ce n'est pas un grand soutien d'Israël, de loin pas. Et quand il sort ce qu'il a sorti sur Macron et le Hezbollah, je crois qu'on peut lui faire confiance parce que précisément, ce n'est pas notre ami. Alain Boer aussi l'a signalé, Georges. Oui, Alain Boer oui, également oui. Ah bon? sur LCI, oui, oui.
il a fait tout une historique du Hezbollah au Liban et que la France a toujours été protégée par le Hezbollah de façon très claire. Parce qu'Alain Boer, vous le connaissez, c'est quand même un Oui, grand. oui, absolument. Et Ah. quand j'ai donné le replay de cette interview qui était sur LCI, Alain Boer a été coupé, net. Waouh. Oui, il faut le Ah oui. savoir. Mais enfin, le Hezbollah a protégé la France, sauf au Drakkar. C'est-à-dire qu'il y avait une compromission, on vous laisse Oui, tranquille, sous-entendu que vous nous laissez faire nos tunnels, etc. tout à fait, c'est exactement ça. Le Alors, Qatar aussi, qui n'est pas innocent. Le Qatar, qui a beaucoup de biens en France. ah, ça, c'est, oui, mais c'est encore un autre Pas chapitre. une chose. Ça, c'est Villepin et bon. Mais c'est beaucoup de gens qui trempent là-dedans, sauf qu'il y a maintenant des intellectuels qui ont demandé des explications à Macron par une lettre ouverte. Ouais. Vous l'avez vu, elle est remarquablement bien écrite. Ah oui, j'ai vu. Oh, là, j'ai vu tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il va répondre, Ouais. parce qu'en même temps, il est très occupé. Bon, je crois qu'il faut qu'on arrête parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Johan. Merci. On peut fermer. Hein. Mais bon, à moins qu'il y ait encore des questions. En tout cas, merci Paula pour avoir signalé ce colloque. Effectivement, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire aujourd'hui. Non. Et en même temps que ce colloque a eu lieu, organisé par mon mari, au Parlement européen sur la Shoah. Il y avait Serge Klarsfeld, Messika, et puis encore d'autres que j'ai oubliés. Et ça faisait suite au film consacré aux résistants, le pharmacien déporté, en même temps que Primo Levi, dont Oui. le nom m'échappe, que les petits-enfants ont fait, et ça a été présenté au Conseil de l'Europe. Et voilà, C'est donc pas évident. Aujourd'hui, on fait plutôt des expositions sur l'apport de la culture musulmane à la France. exactement, oui. Ouais. Et ils ont apporté quelque chose aussi, un attentat au Bataclan et autres petites joyeusetés du genre. Bataclan. Ils ont fait le Bataclan. Non, c'est l'argent. Ouais. Oh, flous, flous. Le mot flous en arabe. Oui, C'est ce que c'est. Flous, le flous. C'est très utilisé. oui, tout à fait. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va. Merci, à bientôt. À bientôt, à dans 15 jours. Au revoir, Georges. Merci. À bientôt. Bonsoir. Merci à Merci. vous. Bonne semaine. Bonsoir. Merci, Georges. Pour les Et récoltes. bonne santé, Georges. T'en as Ah bien ouais. besoin. T'en as bien besoin. Ciao, top. Ciao. Les trottes. Et soigne-toi bien. Ouais, c'est pas si grave. Hein. La mauvaise herbe à la vie dure. Hein. C'est ça, Lily? Attends, je viens. Voilà, tu as quitté. Voilà.